en France, mais qui fait l'objet d'une utilisation inflationniste depuis des années au Brésil. 250 nouveaux produits homologués depuis l'arrivée de Javier Bolsonaro au pouvoir. De nombreuses associations tentent d'endiguer cette dangereuse fuite en avant. Grand format signé ce soir Fanny Lothaire, Laura Damas et Perrine Juan. Des champs de soja à perte de vue, nous sommes en pleine Amazonie, dans l'état du Mato Grosso, à Lucas do Rio Verde. C'est la période de plantation. Sur terre et dans les airs, un balai de tracteurs et d'avions qui répandent des pesticides sur plusieurs milliers d'hectares. Osmar est chargé de mélanger les composants chimiques à l'eau pour arroser les plantations de cette ferme. Ça nettoie bien les champs, sans ça, ça ne rend rien. Seules les graines de soja génétiquement modifiées résistent à ces produits. Dans ces bidons, plusieurs centaines de litres de flumizine, chlorimuron ou encore le fameux Roundup, composé de glyphosate, un produit accusé de provoquer des cancers. Tout va dans la terre après. Oui, mais si cela va dans la terre, cela va dans les plantes et ensuite dans notre assiette, non? Non, le produit disparaît. En une semaine, il tue les maladies. Osmar l'assure, il n'a jamais eu aucun problème de santé et en plaisante même. Si tu ne mets pas de gants ni de masque, tu finis comme ça, comme cette tête de mort. Les autorités n'ont aucun problème à en parler, bien au contraire. Ancien ministre de l'Agriculture et député du puissant lobby agricole au Congrès, ce proche de Jair Bolsonaro se félicite de la récente autorisation de plus de 380 pesticides sur le marché. Ils sont beaucoup plus sûrs pour l'environnement et surtout pour la santé publique. Les études techniques qui ont été faites prouvent que j'ai raison. C'est la vérité. La presse nous accuse, mais c'est un procès idéologique. La vérité, c'est que notre compétitivité gêne beaucoup nos concurrents internationaux. À Lucas do Rio Verde, plus de 200 millions de litres de pesticides sont pulvérisés chaque année. La ville est une publicité vivante pour les herbicides. Les 3/4 sont interdits en Europe. Pourtant, l'essentiel du soja stocké dans ces immenses silos est acheminé par camion, puis par bateau, vers le vieux continent. Et vers la France surtout. Plus de 2 millions de tonnes sont importées vers l'Hexagone chaque année, pour l'essentiel destiné à l'alimentation animale. C'est une savane bordée de rivières qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. 4 fois la France. Au cœur du Brésil, depuis plus de 20 ans, le Cerrado se fait peu à peu grignoter par l'agriculture intensive. Des champs de soja et de coton forment des cercles à perte de vue. C'est l'Eldorado de Helio Hop, un de ces colons venus du sud du pays en quête d'espace. Je suis arrivé ici en 1992. Tout ça, c'était du Cerrado. Transformés en pivots, ces champs ont une forme arrondie pour mieux permettre aux immenses systèmes d'irrigation de tourner sur eux-mêmes. Il pivote en son centre et s'arrête. C'est le début de la saison de plantation de soja. Helio doit irriguer 1500 hectares en des temps records. Dans la région, l'irrigation artificielle de ces pivots n'est autorisée que certains jours par mois et quelques heures seulement. Produire des aliments aujourd'hui, ce n'est pas facile. Nous sommes des héros. Avec toutes les lois environnementales qui existent au Brésil aujourd'hui, qui sont bien plus exigeantes que dans d'autres pays, nous sommes le pays qui protège le plus l'environnement. C'est nous le Brésil. Des héros dénoncés par les associations environnementales qui les accusent d'appauvrir la forêt et ses ressources en eau. L'agriculteur tient à nous prouver le contraire. Ces installations, c'est juste pour arriver à la rivière. Tout ça autour, c'est une réserve protégée. Regardez, on a juste installé ces tubes pour puiser l'eau dont on a besoin. C'est tout. On n'a rien déboisé. Bientôt, si les gens continuent de dire qu'on détruit le fleuve, on va arrêter de planter. Et alors, ils vont manger quoi ces gens de la ville? Des pierres, du bitume, des immeubles et du béton? À quelques kilomètres de là, dans la petite communauté de Rio Branco,
Manuel Ozono et ses voisins subissent pourtant de plein fouet les conséquences de l'agrobusiness à leur porte. Tout vient de ce réservoir. Regardez comment le débit est faible. Les 120 familles d'agriculteurs qui vivent ici ont dû rivaliser d'ingéniosité pour acheminer jusqu'à leurs champs l'eau du fleuve, au débit chaque jour plus faible. Je récupère l'eau grâce à ce moulin. L'eau passe dans ce tuyau-là. Il y a 20 ans, le niveau de l'eau était beaucoup plus haut que la rive ici. C'est un affluent du fleuve São Francisco qui traverse 5 États du nord du pays. L'agrobusiness s'assoit sur la réserve d'eau du Brésil. Des conséquences environnementales, mais aussi humaines. À plusieurs heures de route de Rio Branco, bienvenue dans la ferme Estrondo, un consortium originaire de Rio qui est accusé par de nombreuses associations, comme Greenpeace, de s'être accaparé illégalement plus de 400 000 hectares. Tout ça, c'était Cerrado natif. C'était de la terre publique. Ils s'en sont appropriés de manière frauduleuse. D'origine autrichienne, Martin Maire dénonce la présence d'Estrondo depuis 20 ans. En Amazonie, la loi oblige les agriculteurs à préserver 80% des forêts de leur terrain. Ici, seulement 20%. L'entreprise a vu dans le Cerrado une mine d'or, gardée sous haute surveillance par ses postes de contrôle. Bonjour. On veut rejoindre la ville. Ce passage est interdit. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Nous devons finalement faire un détour de 2 heures. Ça se passe toujours comme ça, Martin? La dernière fois qu'on a essayé de passer, ça a été violent. Le combat de Martin Maire et des communautés rurales traditionnelles qui vivent sur les terres qu'Estrondo revendique leur valent de nombreuses menaces. Ces fermiers nous guident à un poste de contrôle récemment installé par l'entreprise, à quelques mètres de leur maison. Les gardes sont là-bas. Ils ont leur voiture de patrouille aussi qui barre la route. C'est là qu'on faisait paître notre troupeau et qu'on vivait du Cerrado. C'est parce que vous êtes là qu'ils sont calmes. Mais sans vous, ils seraient en train de nous pointer avec leurs armes. Il y a 1 an, à un poste voisin, Josoné Lopez s'est fait confisquer un troupeau de vaches. Le fermier a tenté de les récupérer. L'altercation a dégénéré. Sa jambe a été atteinte. La balle est rentrée ici. Ces exactions ont été toutes dénoncées par les communautés. Aujourd'hui, l'ONU estime à 19 millions le nombre de Brésiliens en situation d'insécurité alimentaire grave. Dans les campagnes, cette situation est encore plus criante qu'en ville. Dans l'état du Ceará, au nord-est du Brésil, les paysans sont au bord de la famine. Viens prendre ton café. C'est bientôt l'heure d'aller travailler au champ. Leguinho, tu as préparé le matériel? On prépare la terre pour planter des haricots. Et on profite qu'il ait plu il y a quelques jours. On a un type de haricot qui pousse en 30 jours si la terre est humide. On est obligé de planter car on n'a pas les moyens d'acheter des haricots, ça coûte cher. On n'a pas de revenu fixe, nous. Notre seul gagne-pain, c'est cette âne. Flavio cultive pour sa propre subsistance. Le reste du temps, il travaille dans les champs des propriétaires voisins. Il gagne à peine 80 € par mois. Un salaire insuffisant pour nourrir sa femme et ses 4 enfants.
Au quotidien, on mange un peu de haricots qu'on fait pousser et de la farine de manioc. Et parfois, on chasse des gros lézards dans les bois. On enlève la peau, on sale la chair et on la fait bouillir. Et parfois, on ajoute un peu d'huile, quand on en a. Qu'est-ce que vous voulez? On fait comme on peut. Ça va pousser, si Dieu le veut. Loin des villes, la famille de Flavio ne reçoit pas de paniers alimentaires. Avec les maigres revenus de son mari et les 70 € d'allocation familiale mensuelle, Edilène a tout juste de quoi acheter du riz et des haricots. Même ces produits de base sont devenus un luxe pour ces familles pauvres. Tu as lavé la casserole là-bas? Il y a des jours où c'est très difficile. Le peu de nourriture qu'il y a, on la donne aux enfants. On se prive pour qu'ils puissent manger. Nous, on est adultes, donc on peut s'en passer, mais pas eux. Demande à ta mère un peu de farine de manioc, ma fille, s'il te plaît. À l'époque où Lula était président, on avait quelqu'un qui se préoccupait des pauvres. Les choses s'étaient un peu améliorées pour nous, avec la Bolsa Família, avec des aides par exemple pour payer le gaz. On ne vivait pas bien, mais on s'en sortait. On arrivait à acheter parfois 1 kilo de viande. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que c'est de la viande. Combien de nuits j'ai passé à voir mon fils pleurer parce qu'il avait faim. Quand je le vois dans cet état-là, moi aussi je pleure. Je me demande ce que je vais faire. Je prie pour que notre pays aille mieux. Pour qu'on ait un meilleur gouvernement qui se préoccupe de nous, nous les pauvres.